Il était temps, les amis. 2 fois, on a dû reporter l'enregistrement de cet épisode avec Cédric. Bien évidemment à cause du confinement. J'espère vraiment qu'il n'a pas passé son temps enfermé dans un caisson hyperbare. Mais que dis-je? Mais attendez, je le vois. Il remonte. Il fait son dernier palier de décompression. Et oui, il revient. Et voilà, Cédric va nous raconter son aventure et sa plongée avec son Omega Seamaster dite Ploprof. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Cédric, ça va? Salut Xavier, ouais ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir finalement après toutes ces aventures. Tu te rends compte, confinement 1, bam, on a dû annuler, ouais. Confinement 2. Ça a été compliqué. Tu as réussi à respirer pendant le confinement? Ça a été long, mais bon, on va en sortir, on en est sorti, on a réussi à le faire, donc je suis content vraiment. C'est beau, les amis, vous avez vu, il est pas essoufflé, hein, il remonte d'une plongée de plusieurs années avec cette Seamaster Ploprof. Ouais. Tu nous la montres cette bête là? Carrément. Parce que là, c'est clairement une bête. Hein. Donc là, rangez vos panereilles 45 mm. Waouh. Une bestiole. Pendant que tu nous en parles, est-ce que je peux l'essayer? Carrément, bien sûr. Allez. Donc, Seamaster Ploprof, bien qu'elle s'appelle Seamaster, Cédric, c'est quand même une montre très très particulière, très atypique, à tout point de vue. Ouais. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Donc je l'ai acheté il y a 4 ans maintenant. Ouais. 4 ans, je l'ai acheté pour finaliser mon diplôme. Voilà. Ouais. Mon diplôme d'ingénieur, donc ça a été c'est un coup de cœur que j'ai eu en la voyant et je me l'ai acheté pour l'occasion. Ok. Donc tu finissais tes études. Je finissais mes études. Et tu t'es dit, je démarre, je vais m'acheter une belle montre. Exactement, j'étais passionné d'horlogerie depuis quelques années déjà. Je connaissais cette montre un peu de vue, je ne l'avais jamais vue en réel, en visuel. Et j'ai eu l'occasion de la voir, je suis rentré, je suis allé l'essayer sans même savoir si c'était possible finalement. Et je me suis organisé pour que ce soit effectivement ce cadeau-là qui soit symbolique. Et puis voilà, la conserver. Ouais, c'est cool. Alors bon, vous avez compris, hein, il a eu combien? Tu as eu combien depuis le premier confinement début mars? Nous sommes fin décembre, les amis. Je ne sais pas quand passera cette vidéo. Donc tu as eu 9 mois pour réfléchir à un adjectif qui envoie du lourd. Exactement. Parce que là, vous avez compris, les amis, qu'il ne peut pas nous sortir élégante, quoique. Mais là, il faut que tu sortes quelque chose d'exceptionnel parce que je ne sais pas si on peut en voir souvent des montres comme ça. Exactement. Donc j'y ai pas mal réfléchi et c'est vrai que c'est pas facile pour trouver un adjectif parce qu'il y en a beaucoup qui se confondraient. Donc j'ai trouvé versatile. Alors je ne sais pas si c'était déjà sorti dans un précédent épisode. Non, mais c'est intéressant parce que j'aimerais que tu nous expliques quand même et surtout à moi ce que tu vois de versatile dans ce modèle. Alors je trouve que cette montre finalement elle a plusieurs visages. Elle a un visage déjà très sportif, d'autant plus avec ce bracelet finalement en caoutchouc. Ouais. Donc là, c'est vraiment associé l'aventure, la plongée, la nage dans mon cas par exemple, pour lequel je l'utilise. Ouais. Et puis elle a le côté tool watch, on va dire. Et après, elle a un côté plus élégant qui ressort sur plusieurs aspects. Déjà, tout ce qui va être finition, donc les différences d'usinage qu'il peut y avoir sur la boîte, fait que cette montre est très élégante et associée avec une petite maille milanaise qu'on a juste à côté. C'est finalement une montre qui est très passe-partout, si ce n'est dans le volume où on a un peu de mal à la faire passer sous la chemise. Ouais. Mais du coup versatile pour cette utilisation de tous les jours, finalement simple. Donc c'est ta montre de tous les jours. C'est ma montre de tous les jours, ouais. Vous avez vu, j'ai tellement été perturbé par ce qu'il me raconte que je l'ai mise à l'envers. Et oui, j'ai mis la couronne à droite, alors qu'en fait la couronne se met à gauche. C'est ça. Hein. Exactement. Là voilà. Ah bah oui, tout de suite ça se porte mieux. Et donc je sais ce que vont dire les gens. Ils vont se dire mais c'est incroyable. Comment on peut porter finalement une montre qui a ces dimensions-là et ce que vous pouvez pas voir, c'est qu'il y a aussi la masse. Donc elle fait quand même sur la maille milanaise quasiment 300 grammes. Donc plus d'un quart de kilo au poignet tous les jours et finalement ça se porte très bien, elle est vraiment confortable. Elle est versatile au point de pouvoir faire de la muscu, quoi. Ah, exactement, ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est quoi le petit détail que tu aimes sur cette montre? Donc il y en a franchement, il y en a plein, mais moi j'aime beaucoup la forme de la boîte. Voilà, moi c'est quelque chose qui sort du quotidien, c'est quelque chose qui sort de ce qu'on peut voir couramment et en plus elle a une histoire, c'est pas gratuit, il y a une vocation technique derrière.
Donc j'aime beaucoup la forme de sa boîte. Ouais, on va en parler un petit peu, je pense. Là, on est sur la deuxième génération, Tout à fait. Le relancement qui a eu lieu en 2009, de mémoire. Exactement, 2009, la réédition moderne. Ouais. Alors, à titre personnel, vraiment, moi, la forme de cette montre, pour moi, c'est le Faucon Millenium. Oui, c'est carrément ça. Les amis, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, il y a la petite tourelle qui est là, qui correspond à ce bloc lunette, pardon. Et puis ici sur la couronne, si on enlève entre guillemets la couronne elle-même et qu'on regarde simplement le protège-couronne, là on a vraiment le museau du Faucon Millenium, quoi. Exactement, ce protège-couronne, il est canon parce que d'habitude on a juste on va dire, des petites extensions de matière qui vont protéger la couronne. Là, la couronne, on a l'impression qu'elle est carrément noyée dans la boîte. Et c'est super, quoi. Ouais, c'est pas le sujet. Petite montre entre amis, vous avez compris les amis, c'est quand même une affaire de tranche de vie entre pourquoi, aujourd'hui, hier, demain, etc. Mais tu fais de la plongée sous-marine ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, l'utilisation que je peux en avoir qui se rapproche de ce pourquoi elle a été conçue, c'est je fais du triathlon, donc je nage. Ouais. Et quand je nage en mer, même si j'ai une montre, on va dire, dédiée au sport où je vois plein d'informations dont j'ai pas besoin, je prends le plaisir de porter celle-là par-dessus la combi et de nager avec et de la regarder de temps en temps entre deux mouvements de bras. Donc je l'utilise pour ça. Ouais. Donc tu le mets par-dessus la combi par-dessus et donc la combi, tu utilises l'extension. L'extension ici. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est une extension 26 crans, j'ai révisé un peu avant de venir. 26 crans qui permet de tout simplement la passer par-dessus la combi, de serrer comme il faut et puis de la régler aussi avec la dilatation, on va dire, du bras, quoi. Ouais. Donc je n'ai jamais réglé ces bracelets tellement ils sont confortables et faciles à utiliser, quoi. Donc là elle est sur bracelet caoutchouc, mais tu nous as amené également la maille milanaise. La maille milanaise dite Shark, c'est celle-là. Exactement. Ouais, effectivement, qui pèse son poids. Oui. Et tu as la même boucle déployante et le même système d'extension. Exactement, exactement. Ouais. Là, on a envie de dire, voilà quelque chose de très adapté, très professionnel, mais somme toute identique à ce que tu peux avoir sur une Sea Dweller Deep Sea, une Seamaster plus classique, une Grand Seiko Diver. Ouais. Je le vois, je le chauffe un peu. Je pense que toutes ces montres sont exceptionnelles, c'est sûr, mais celle-là, de par son passé historique et puis c'est une autre dimension pour moi. C'est une autre dimension et je serais ravi de faire la compétition avec ceux qui portent des petites Submariner. La compétition. Entre deux nages. Non, mais bien sûr. En tout cas, il y a un truc qui est flagrant en termes de différence. Là, je parle pour vous taquiner les Rolex fans. Vous savez, je ne peux pas m'en empêcher. Rolophile, comme on dit Cédric. C'est Cédric avec sa Sky Dweller. Exactement, j'ai adoré. Très très sympa cet épisode si vous ne l'avez pas vu. Et puis, salut Cédric. Entre Cédric, c'est normal. Entre Cédric, mais entre abonnés à la chaîne, forcément, on s'entend bien. Là, tu as un traitement anti-reflet, je pense, sur les deux faces. Tout à fait. Je n'ai pas regardé les specs techniques, mais qui donne une profondeur au cadran qui, pour le coup, je trouve ça dommage, qu'il n'y a pas sur les professionnels. En tout cas, toutes celles qui sont passées sur la chaîne, les amis, sur les professionnels Rolex, il y a toujours ce reflet qui fait. C'est pas simple pour faire des photos, mais bon, une montre, c'est pas vraiment pour faire des photos. Quoique sur Instagram, parfois on peut se poser la question, mais celle-là est vraiment très très sympa. Alors j'ai pas eu l'occasion de toucher énormément de Rolex dans ma vie, donc c'est vrai que je ne remarque pas ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une lisibilité sur cette montre de 100%, et le cadran, on le pense noir au départ, mais finalement, en fonction des luminosités, il a vraiment des reflets bleus, un peu gris, certaines fois, il est profond, quoi. Mais est-ce qu'il est noir au départ ? Je ne sais pas quel est le râle de la couleur effectivement du cadran, mais en tout cas il a plein de reflets qui changent. Est-ce que tu peux nous parler de la fonction de ce bouton qui est ici à 10 heures ? Donc le concept en fait c'est un brevet déposé d'ailleurs par Omega. Le concept c'est aujourd'hui sur une montre de plongée, donc pour respecter la norme, donc je ne me souviens plus le numéro, mais donc le mouvement finalement de la 64-25 de la lunette ou 26 d'ailleurs, je peux me tromper les amis, doit être unidirectionnel.
Ouais. Dans ce cas-là, il est bidirectionnel, mais la rotation est bloquée par ce bouton poussoir. Donc effectivement, là, c'est la sécurité demandée pour l'utilisation en plongée. Donc là, pour bouger cette fameuse lunette, il faut appuyer. Donc j'appuie. Un appui lent, voilà, maintenu, et derrière la lunette. Et là, je tourne. Et j'espère que tu pourras remarquer la douceur de rotation de la lunette, comparée, on va dire, à une professionnelle. Je sais pas, pour avoir essayé une 50 Phantom récemment, où j'ai trouvé que c'était très rude et le cliquetis âpre, entre guillemets. Là, c'est d'une douceur extraordinaire. Je vais essayer de vous le faire écouter, les amis. On entend. Je pense qu'on ne va pas entendre grand-chose. Rien. Voilà, c'est effectivement. C'est assez intéressant, c'est que ça fait très doux par rapport à une montre qui pourrait faire bestiale, brutale, etc. Pour autant, tu vois, il y a. J'ai du mal à comprendre. Ou alors, probablement qu'à l'époque, de mémoire, ils ont commencé à réfléchir et à déposer des brevets à la fin des années 60 sur ce qui est devenu cette Seamaster. À l'époque, il y avait déjà des lunettes unidirectionnelles sur la Submariner 53. Plus tard, juste avant, Blancpain 50 Phantom, Omega Seamaster 300, etc. Tu vois, j'ai du mal à percevoir l'intérêt technique d'avoir. L'intérêt technique, parce que ça signifierait qu'en fait la lunette unidirectionnelle n'est pas fiable s'ils font ça. Et pour le coup, on pourrait se dire aussi, la lunette unidirectionnelle, elle pourrait être renforcée avec le fait que même si elle est unidirectionnelle, il faut quand même appuyer sur le bouton. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi elle est bidirectionnelle. Alors je dirais comme ça, mais sans avoir eu l'occasion d'y réfléchir, je dirais que sur une lunette bidirectionnelle, vous pouvez vous tromper. C'est-à-dire que alors vous ne pouvez pas perdre de temps, vous pouvez en gagner en l'occurrence, c'est-à-dire ressortir avec la bouteille qui ne serait pas vide, mais sur un contact, la lunette peut bouger, donc il y aurait une rotation, même si elle est dans le bon sens, qui ne vous mettrait pas en danger, mais il y aurait une rotation. Là, dans ce cas-là, la rotation, elle est tout bonnement impossible. Si ce n'est un appui long, même si on aurait un contact, bref, entre guillemets, il faut que le bouton poussoir soit enfoncé totalement et non pas à moitié, et en plus qu'il soit maintenu tout en tournant la lunette. Donc là, c'est une double sécurité qui rend impossible la rotation. Je dirais, une réponse comme ça. Ok. On voit aussi à 4 heures, là, dans le même axe en fait que de bouton poussoir. Il a un nom, ce bouton poussoir ou... Je ne sais pas. Il n'a pas été ultra marketé comme chez Rolex avec un truc easy click, tout ça. Je ne crois pas. Ce que je peux dire d'ailleurs en parlant, c'est qu'il y a une différence de tonalité entre la version originelle et celle-ci. Je crois que sur la version originelle, il est rouge, il me semble, et tout en plastique. Et là, il est en orange et je pense qu'il est en aluminium. Ok. Donc là, ici, à 16 heures, tu as une valve à hélium. Une valve à hélium, tout à fait. Qui n'était pas présent sur la première. Qui n'était pas présent sur la première, exactement. Concession à la modernité, entre guillemets, on a perdu le boîtier monobloc et on a gagné la valve à hélium. Il est pointu, le gars. Je ne suis pas très actif sur les questions parce qu'en fait, je réfléchis à modifier en live, les amis, le questionnaire du quiz quand même pour que ce soit pas trop facile pour Cédric. Je ne sais pas si c'est une concession à la modernité parce que vous l'avez vu sur la chaîne, il y a eu quand même pas mal d'épisodes sur des plongeuses, Sea Dweller Depsy, Panerai, etc. À l'époque, il y avait une vraie concurrence entre manufactures pour répondre aux besoins des militaires, pour répondre aux besoins de l'industrie offshore, minière, sous-marine, etc. Il me semble avoir lu, il y a un très très bon site internet, je mettrai les références en description, mais qui est vraiment dédié à la Ploprof. Il y avait pas loin de 1500 plongeurs professionnels en saturation qui avaient besoin vraiment d'une montre professionnelle. Et moi, je me dis simplement que Doxa a fait sa valve à hélium, Rolex a fait la sienne, a déposé son brevet, et puis un peu, on a l'impression que c'est eux qui ont tout inventé. Bon, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que simplement à l'époque, manifestement, la première Ploprof n'a jamais été prise en défaut, justement par rapport à ce problème de verre qui sautait lorsque les plongeurs remontaient à la surface. Mais à l'époque. Et j'ai l'impression que la raison, enfin je me dis simplement, dites-nous les amis, que la raison pour laquelle il y a une valve à hélium maintenant, c'est que
les faits, ou en tout cas la R&D ou les compétences de l'époque, depuis ont été, entre guillemets, balayées ou améliorées, et qu'aujourd'hui, il faut une valve Valium. Et on pourrait même dire, est-ce que les compétences de l'époque n'ont pas été perdues? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de faire une montre de plongée sans valve à hélium qui soit capable de résister autant que résistait la Proplove de l'époque? Et il y a d'ailleurs un essai qui avait été réalisé sur le modèle originel avec une plongée, je crois que c'était autour des 1100 mètres. On a ressorti la montre qui continue à fonctionner et la seule chose qui a pu être constatée, c'était une déformation, alors concave ou convexe, je ne sais plus, du verre de la montre qui était à l'époque non pas en saphir comme aujourd'hui, mais en plastique, quoi. Ouais. En fait, c'est convexe et concave. Ça dépend d'où tu te Ouais, places. ça Si tu dépend, regardes la montre, on va dire c'est concave à l'intérieur. Exactement. Si tu es dans la montre, Exactement. tout à l'heure, je t'ai vu arriver quand même. Tu remontais d'une plongée, tu étais à l'intérieur et tu avais le verre qui t'écrasait le bout du nez et qui bloquait les aiguilles. Mais toujours est-il qu'à l'époque, on savait déjà faire des montres qui étaient capables de résister à ça, si ce n'est que des formations plastiques du verre. Ouais. Alors c'est vrai que moi, à titre personnel, elle est, je la trouve grosse. C'est vraiment une grosse montre. Elle est lourde, etc. Ouais. Ce que je trouve absolument extraordinaire. J'imagine, j'espère que tu as vu les premiers épisodes et même la série en entier de Watch Out. Donc j'ai beaucoup bourlingué dans l'histoire d'Omega. Et franchement, la Seamaster, premier modèle lancé en 48 de mémoire, vous avez une 3 aiguilles presque extra plate. Et au bout, vous avez le Laploprof. Et entre les deux, il y a des centaines de références et de modèles. C'est ça la magie du vintage, c'est le choix, c'est la diversité, c'est la découverte. J'en découvre tous les jours des modèles de Seamaster, c'est absolument incroyable. Ouais, alors je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec l'automobile, mais on a toujours besoin d'une supercar ou d'un concept car pour finalement apporter des améliorations techniques sur l'ensemble de la gamme. Ça, c'est la supercar d'Omega, on va dire, sur la collection Seamaster. Et je pense que c'est grâce à cette montre qu'ils ont fait qu'ils ont réalisé des prouesses techniques et qu'aujourd'hui, il y a une gamme qui est aussi étendue et professionnelle, on va dire, sur la gamme Seamaster. Ouais. Donc évidemment, on a le cheval marin, l'hippocampe, on pourrait l'appeler comme ça, qui est au dos, symbole un peu de la Seamaster, avec un fond de boîte vissé, non pas monobloc comme tu le disais. Exactement. Et puis on voit aussi que c'est une montre vraiment de plongée et où l'étanchéité est essentielle, puisque on voit le système avec les six têtes de vis, qui fait qu'il y a vraiment besoin d'un outil particulier pour pouvoir ouvrir le fond de boîte. Tout à fait. Ouais. Il y a quelques jours par rapport à la date dans l'enregistrement, il y avait une Ploprof MK1 en vente aux enchères. Ouais. Elle était vraiment très très abîmée, pas de bracelet, mais le cadran était en super état. Elle est partie à pas loin de 9 000 €, les amis, hors frais. Oui, c'est un modèle collector maintenant. Alors je m'en veux parce que c'est un modèle que j'ai beaucoup recherché. Je trouvais ça vraiment sympa d'avoir l'ancêtre et la version moderne, même si l'utilisation ne peut pas être la même. Celle-là, je l'utilise tous les jours. L'autre, on sait que c'est toujours plus compliqué. Et il y a de ça 5 ans, je pense, quand j'ai acheté celle-là, on n'était pas du tout sur ces cotes-là. On était sur du 3500, 4000, on va dire, sur des modèles équivalents. Et aujourd'hui, on voit que ça y est, la cote a explosé. Et maintenant, c'est hors budget. Pour moi. Bien sûr, mais c'est peut-être quelque chose que tu regarderas petit à petit. Tout à fait. Quel âge tu as Donc 28 ans. 28 28, donc dans 2 ans, tu auras 30 ans. Dans 2 ans, je vais 30 ans. On en parlera tout à l'heure dans ta prochaine montre. Carrément. Combien ça coûte une Ploprof comme ça? Alors, là, c'est une histoire d'offre et de demande. Mais neuve. Neuf, on est autour des 8000. Elle n'existe plus en version acier. Ouais. Donc, je crois qu'on était à 8000 ou 8005 en version acier. Maintenant, il ne reste que la version titane, qui a la différence de ne plus avoir la date. Et qui a même un fond saphir sur le dos, et qui doit être autour des 10 000 €, je pense. Et après, en code d'occasion, aujourd'hui, un modèle comme ça, on est entre 6,5 et 7, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Donc on est en occasion, on code presque au prix d'origine neuf. Je pense qu'il n'y n'a pas eu beaucoup de vendus. Ça s'adresse à une clientèle qui est soit professionnelle dans l'utilisation, soit passionnée. Donc aujourd'hui, volume faible, mais demande pas ultra élevée non plus, fait que
Ouais, la cote reste stable. Enfin, moi, tu vois, ça fait 5 ans que je l'ai acheté ce prix-là, et elle les vaut toujours, quoi. Qu'est-ce que tu as avec dans le set de livraison? Donc il y a une boîte un peu particulière en néoprène là, qui est fait comme les combinaisons de surf, donc qui enrobe, on va dire, la montre. Elle est assez Combinaison imposante. de plongée, tu veux dire. Combinaison de plongée ou de surf d'ailleurs. Oui, de mais plongée bon. ou de surf. De plongée en l'occurrence. Et du coup, qui noie la montre là-dedans. Et puis après, il y a bien sûr tous les papiers qui vont bien. Et voilà. T'as pas des outils, des trucs, ils te rajoutent pas des goodies un peu branchés, plongés Je crois pas, non. Non. Non, j'avais pas avec. Si ce n'est, et moi, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que je l'ai acheté à quelqu'un qui faisait de la plongée. Et donc j'ai les deux sets, les deux bracelets en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas quand vous l'achetez neuf. Donc j'ai la chance d'avoir le caoutchouc et la maille milanaise. Voilà. Très sympa. Alors quand tu les amis, bon évidemment je me documente avant l'enregistrement quand même, etc. Mais s'agissant de la maille milanaise, quand tu vois que c'est quand même un truc d'orfèvre du XIIIe siècle en Italie pour des bracelets plutôt féminins, etc. Et que ça finit entre guillemets sur une montre de plongée de professionnels. En fait, c'est un bracelet en côte de maille. Ouais. Hein, la côte de maille, c'est quoi, les amis? La côte de maille, c'est quand vous plongez en environnement hostile avec des requins. Vous risquez moins d'avoir un sérieux problème en étant mordu plus ou moins gravement, quoi. Exactement. Et comme je le disais à Xavier tout à l'heure, cette cote de maille en plus a la complexité d'avoir deux traitements de surface différents. Donc tel qu'il est monté, sur le recto, il est brossé. Ouais. Et sur le verso, il est poli. Donc brossé, on va dire, pour un côté habillé mais moins clinquant. Et si vous avez vraiment envie de faire une soirée lumineuse où elle sera remarquée, vous avez un côté poli. Voilà. Donc c'est une cote de maille. Ouais, mais c'est attends. T'as découvert ça, c'est expliqué comme ça sur Omega, ou c'est simplement à force de le porter d'un côté, il brille moins? Ouais. Donc je vais être très honnête là-dessus, je ne l'avais jamais remarqué. Ouais. Et j'ai pris l'habitude de venir. Je suis très amoureux d'un magasin et notamment des gens qui y sont, j'aime beaucoup, bûchereurs. Ouais. Parce que c'est des passionnés, c'est des gens qui prennent malgré tout toujours le temps de vous recevoir, de vous expliquer, c'est des techniciens. Et j'ai beaucoup d'affinité avec ce magasin-là. Et donc j'ai pris l'habitude d'aller faire changer mon bracelet. Pour chasser les goupilles, à changer mon bracelet donc tous les étés ou tous les hivers chez eux. Et un jour, quelqu'un m'a raconté cette anecdote. J'ai dit mais c'est pas possible, ça fait 3 ans que j'ai cette montre, je l'ai jamais vue. Et effectivement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et impossible de le lire dans aucun. Pourtant, je me suis quand même renseigné sur cette montre. Je ne l'ai trouvé nulle part. Non, mais c'est vraiment un truc sympa parce que un bracelet ou une ceinture réversible, c'est plutôt un truc habillé, quoi. On peut aller acheter une ceinture chez Hermès et qu'elle est réversible et que donc ça fait 2 ceintures en une. Donc on est plutôt dans l'élégance, le look, le style, qui est pas vraiment un attribut d'usage d'un plongeur professionnel avec ce qui était drôle, cette montre. C'est de se poser la question, de se dire, ok, les gens qui ont travaillé sur cette montre, qui ont conçu ce bracelet, à quel moment ils se sont dit, on va faire 2 traitements de surface différents sur un côté et l'autre de la montre, effectivement, une montre de plongée extrême. Donc c'est là où il y a un souci du détail et qui n'est pas que sur le bracelet, qui est aussi sur toute la montre. Juste pour parler technique 2 secondes, mais on a des traitements de surface qui sont très différents. On a sur la plupart de la boîte un brossé linéaire. On a donc un chanfreinage qui est polymiroir sur tout l'extérieur de la boîte. Si on regarde la lunette, il y a 2 traitements de surface différents. On va dire que tous les crans sont polymiroirs. L'intérieur, je pense, c'est sablé. Et c'est que des détails comme ça. Même la couronne a des traitements qui sont différents, qui reprennent ceux de la lunette. Ouais. Non, mais Et vous regardez dans le détail, c'est impressionnant le nombre d'attentions qui sont portées à ça. Il y a on va dire la colonne ici, là, qui intègre la valve à hélium et le bouton poussoir de la lunette qui est facetté aussi, avec un brossé en fait qui va dans un sens puis dans l'autre, qui amène des reflets qui sont très sympas. Et oui, ce sont souvent des petits détails comme ça qui font que tu aimes la regarder comme je le fais. Exactement. Et puis tous les jours, tu en découvres. À tel point qu'à force de la regarder, tu n'avais même pas vu qu'il y avait un côté
poli et un côté brossé sur les mailles milanaises. Exactement. Et si on peut faire juste un dernier commentaire, et je sais que nos panoristes ne seront pas contents, mais quand on regarde la qualité du bracelet caoutchouc, la rigidité, que ce soit en torsion, c'est un bracelet de très haute qualité. Et j'en vois sur certaines montres, notamment moi j'ai été un peu marqué pour avoir essayé quelques panerés, où le bracelet caoutchouc, je me dis mince, je sais pas si je ferais de la nage ou de la plongée avec, parce que plus fin, moins robuste, moins cette impression de robustesse. Il est renforcé à l'intérieur Je pense qu'il est renforcé, tout à fait. Ouais. Bah ça c'est un vaste sujet, les amis. Les bracelets, on a l'Osterflex, connu parce que évidemment c'est marketé de façon très très habile et efficace par Rolex, qui communique sur comment c'est fait, comment c'est renforcé, etc. Et puis de l'autre côté, un bracelet en caoutchouc, on peut se dire que somme toute c'est moins cher à fabriquer, de moins bonne qualité qu'un bracelet en acier, et donc on ne sait plus trop quoi penser sur ce sujet-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut remarquer l'usure, et celle-là, pour l'utiliser un peu au quotidien, on va dire. Donc je travaille dans un environnement qui est un peu complexe, donc avec des huiles qui pourraient être agressives. Je fais du sport avec, donc la transpiration, l'eau salée. Le bracelet, c'est celui que j'utilise en priorité, et aujourd'hui il est comme neuf, il n'a pas bougé, il n'y a pas de dégradation dessus. C'est vrai, très bon état. C'était le principe du bracelet d'origine en isofrane de mémoire, justement, qui était résistant à l'eau salée, au soleil, etc. C'est-à-dire que tu peux avoir une super montre ultra efficace, si tu la perds, pendant que tu plonges, tu es quand même dans la merde. Voilà. Et oui, les amis, et oui. Écoute, Cédric, vraiment merci beaucoup pour cette superbe présentation de la Omega Faucon Millennium Seamaster 1200 Diploprof. Ouais. On enchaîne pour la séquence suivante, souvenir. Allez, tiens, je te la rends. Ouais, merci. Je vais remettre la mienne. Et puis, voilà, donc tu as 28 ans, Cédric. Oui. Est-ce que tu te souviens comment tout a commencé ? Donc je me souviens comment tout a commencé. Donc l'histoire elle est commune, je pense, à beaucoup de passionnés. Donc c'est une histoire familiale. Donc j'ai mon arrière-grand-père qui était dans l'armée, dans l'armée de l'air, qui a eu en dotation militaire une Type 20. Voilà le truc classique. Donc c'est pas une Breguet, c'est une chronofix chronographe. Ouais. Avec le flyback, le fameux flyback. Et donc en fait, on avait l'habitude de passer Noël donc, dans la maison de famille. Mon arrière-grand-père est décédé et j'allais souvent dans son bureau. C'est un endroit qui me rappelait des bons moments et des souvenirs. Et j'ai fouillé dans les tiroirs, je suis tombé sur cette montre et j'ai demandé à mon arrière-grand-mère si je pouvais la garder, chose que j'ai faite. Et via cette montre, j'ai découvert qu'on pouvait la remonter mécaniquement. Donc je devais avoir peut-être 15 ans, 14 ans, 15 ans, qu'on pouvait la remonter mécaniquement, qu'il y avait un chrono, qu'il y avait un flyback, je n'avais jamais vu ça, et donc ça a été l'initiative et la première découverte de l'horlogerie. Et je pense qu'ils ne sont pas très nombreux quand même sur la chaîne, les amis, à avoir ce type d'histoire quand même. Donc tu as le souvenir à un moment de la récupérer et puis de remonter un peu la couronne, et là tu as la montre qui démarre. J'ai le souvenir effectivement de la récupérer avec le bracelet qui était un bracelet cuir qui était détruit, quoi. Voilà, une vraie patine et presque une oxydation sur le cadran, même sur l'acier. Je me souviens donc la montrer à mon arrière-grand-mère pour lui demander si je pouvais la garder, mais cette montre était dans un état, elle avait été utilisée quoi, vraiment. Et je me souviens de tourner j'arrivais pas à la démarrer, de tourner cette couronne et puis pam, de la voir prendre vie, effectivement, de voir les aiguilles, et surtout le truc très marquant et qui m'a suivi après, c'est le bruit. Le tac 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 vraiment caractéristique des anciennes, et c'est une montre que je mettais pour tous mes examens en école d'ingé parce que ça me donnait un timing, ça me stressait, c'était un bruit qui à la fois qui m'apaisait et qui me stimulait, et c'est une montre que j'ai portée pour plein de beaux événements, quoi. Mais tu avais surtout un rythme qui était plus élevé probablement du son d'une montre à quartz où tu n'entends le tic-tac que toutes les secondes. Exact. Donc, et elle est où cette montre ? Alors, elle est où cette montre ? Donc, elle est avec moi, mais pas ici. Malheureusement, pourquoi j'ai eu honte, je dois l'avouer. C'est une montre que je porte souvent, mais malheureusement, il y a quelques temps, j'ai l'aiguille du chrono qui a commencé à se balader sur le cadran, et je savais que si je venais avec et que les gens voyaient ça, je me serais fait siffler, huer. Donc, j'ai pas osé. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, quand j'aurai l'occasion de la faire réviser. Non, mais il faut que tu ailles voir Guillaume et Thomas à l'atelier du temps. Je le ferai. Je le ferai vraiment. Ils sont vraiment. Vous les avez vus dans Watch Out, les
les amis. On en verra d'autres, hein, des horlogers, mais très clairement, il y a plein de monde, il y a des jeunes notamment qui font ça et elles méritent de voir le jour, je veux dire, et qu'elle reste dans son état et qu'elle fonctionne de façon nickel. Et après, je raconte juste une deuxième petite histoire parce qu'elle est sympa. Donc ça, c'est la première montre, on va dire, familiale. Derrière, j'ai développé un peu mes compétences et mon intérêt pour l'horlogerie. Et pour mon premier salaire, donc c'était un apprentissage en licence. Mon premier salaire, aux grandes dames de mes parents, je me suis offert ma première montre. Et c'était une Tag Heuer. Ah, ouais. Donc, je sais que ça va te parler. Bien sûr. Donc, c'était une Tag Heuer, une Formula One, pour recouper la passion automobile, avec une lunette en carbure de titane. Et je travaillais à l'époque sur les matériaux composites, et donc ça me parlait aussi. À quartz, parce que j'étais pas encore expert dans les mouvements, entre guillemets, et qu'à l'époque, ça me parlait bien. Et c'est une montre que j'ai offert à mon papa, qui la porte tous les jours aujourd'hui, malgré qu'il ne comprenne pas ce monde-là. Donc c'est ma première montre vraiment achetée. Quand tu dis qu'il ne comprend pas ce monde-là, il ne comprend pas, il comprend pas la valeur que certains d'entre nous, globalement, probablement tous les abonnés et les invités, mais le montant qu'on est capable de mettre dans quelque chose qui ne sert à rien. Enfin, fonctionnellement qui ne sert à rien, en termes d'émotion qui sert à beaucoup de choses. Exactement, je pense que notre génération, on peut avoir, quand on a la chance, l'occasion de se poser des questions sur des sujets effectivement qui sont inutiles, mais finalement c'est un développement personnel sur l'art ou sur des objets un peu particuliers. C'est pas une réflexion qu'il a eu l'occasion d'avoir lui avant, donc il a peur tout simplement. On va dire que le produit est associé à un montant et il a peur que ce soit vide de sens et que juste je dilapide ce que je peux là-dedans. Je comprends. J'espère que via cette vidéo, il aura l'occasion de voir que c'est pas le cas. Bah oui, il faut que vous regardiez votre fils, cher ami. Et en plus, vous avez vu, il a dit notre génération, il m'a associé à la sienne, alors que j'ai quand même quelques années de plus que toi, Cédric. D'ailleurs, tu parles de Tag Heuer Formula One. Sur la chaîne, les amis, regardez l'épisode avec Mehdi et sa Tag Heuer Formula One calibre 5, donc en automatique. On s'est régalé. Mehdi est cardiologue. Et je peux vous dire que quand on parle de temps, je veux dire, il n'y a rien de plus beau que le mouvement et la fréquence et les alternances d'une montre. Honnêtement, franchement, quand on est mort d'une montre, il y a un truc qui est plus beau, c'est le réflexe inné du corps humain qui bat à un rythme d'une régularité absolument extraordinaire, comme un quantième perpétuel. Magnifique. C'est beau, c'est beau tout ça. Hein. Donc tu as un démarrage historique qui est fabuleux parce que d'abord, c'est la famille, donc c'est la filiation. Oui. Et puis, ça rappelle les amis. Et c'est un peu l'idée que vous avez pu voir dans Watch Out avec Jean-François Clairvoy. C'est-à-dire que ton arrière-grand-père, c'est ça, était pilote. Et donc, à l'époque, il fallait une montre. Donc, les armées du monde entier, l'armée française, en l'occurrence, est allée voir des fabricants de montres, type 20, donc 2 cadrans, chronographe, flyback, pour avoir une deuxième aiguille et justement pouvoir calculer ses trajectoires. Il y a eu Dodane, il y a eu Breguet bien évidemment, et là c'était Chronofix. Chronofix chronographe avec mouvement Dodane, c'est un mouvement Dodane qui est à l'intérieur. C'est absolument Dodane d'ailleurs qui a réédité son chronographe type 20. Mais c'est fabuleux ça comme truc. Et après tu as continué à acheter d'autres montres, etc. Pour arriver à cette Seamaster. J'ai eu plein de phases, je pense que c'est des années où on se construit. Donc après j'ai eu une phase de boulimie de la montre où j'ai acheté à peu près tout n'importe quoi, entre guillemets. Ça me parlait à l'époque, mais c'est vrai que ça ne m'a pas parlé longtemps. Donc j'ai acheté par exemple Bell & Ross que j'aime beaucoup, une BR01 Altimeter, mais tu peux pas dire que... La taille, pourtant je le dis, et je le vis vraiment différemment, mais la taille du 46 par 46, ça m'a parlé un temps, j'ai beaucoup aimé cette montre et je m'en suis séparé. J'ai eu franchement des choses, une Baume & Mercier, une Kaplan, des choses incroyables. Avant que tu avances sur ce que tu as eu après, donc juste qu'on soit clair les amis, parce que là j'ai quand même un petit doute sur ce que vient de nous dire Cédric. La BR01, par rapport à ta Seamaster Pro Prof, tu la trouves trop grosse. Je sais que les gens auront du mal à comprendre et je vous invite à me contacter, je vous la ferai essayer et je vous jure qu'on a l'impression que c'est porter sa croix d'avoir cette montre, mais pas du tout, elle est d'un confort. Non mais comme quoi c'est en partie dans la tête.
C'est peut-être en partie dans la tête et c'est plusieurs aspects. Je pense qu'effectivement, la BR01 a une forme, pour le coup, vraiment carrée. Il y a une présence, tandis que celle-là, finalement, si on regarde la taille du cadran est toute petite. Je crois que c'est un 33 mm à peu près de diamètre, ça doit être. Alors que la taille de la boîte, on parle de, je sais plus combien, 55 par... Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être cette différence de forme qui fait que, malgré une épaisseur importante, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que celle-là, je ne peux pas m'en lasser. Donc Bell & Ross, Baume & Mercier. J'ai eu voilà, toute une acheté, phase. revendu ou tu as tout stock tout? Donc j'avais un horloger, donc j'étais dans le Pays Basque à l'époque, j'avais un magasin horloger à Ronson avec qui je me suis lié d'affinité, qui faisait un peu de l'occasion et donc il m'aidait beaucoup parce que finalement j'achetais des montres mais il les récupérait derrière, il m'autorisait, enfin il les revendait. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'en essayer plein. Et puis j'en ai un peu accumulé et puis un jour j'ai récupéré cette montre donc c'était un plongeur qui avait ça, je l'ai vu dans ce même magasin et j'ai dit mais waouh, j'avais jamais vu cette montre, c'est incroyable. Et finalement j'ai donc tout revendu, j'ai revendu absolument tout ce que j'avais pour avoir cette montre et voilà, depuis j'en reste à celle-là et je ne m'en lasse pas. Donc en fait, les amis, vous avez bien compris, là on est dans un épisode de Petite Montre entre amis un petit peu particulier. Il aura fallu attendre la fin de la séquence souvenir en fait pour réellement savoir comment t'es venue l'idée tu vois, tu nous as dit voilà, je finissais mes études d'ingénieur, je prenais mon premier boulot. Donc avant, tu avais à gagner un petit peu de sous en alternance. Voilà, c'est exactement ça. Mais tu as oublié de nous dire que finalement, en fait, c'est le cheminement de j'en achète une, je l'achète à un endroit, je sympathise avec l'AD, il me fait découvrir des trucs, j'en achète, quand je suis lassé, il me la reprend. Donc une vraie histoire. Une vraie histoire. Un vrai fil d'Ariane. Et puis une vraie boulimie il y a eu les marques, entre guillemets, donc les formes et aussi les complications. Et plus ça allait, plus je voulais des complications. Et en fait, je me disais, mince, quand elle s'arrête, c'est vraiment une galère pour tout remonter et tout remettre à l'heure. Donc, des GMT, tout ce qu'on veut, des chronographes, une Zénith El Primero. J'ai eu une Rainbow Flyback. Je ne sais pas si tu connais, avec une lunette multicolore et une montre que j'ai adorée aussi. Enfin, une vraie boulimie de plein de choses. J'avais envie de tout tester. Le El Primero me parlait, la haute fréquence, donc le 36 000, je sais pas, 600 alternance ou 500 alternance. 36 000 alternance, ce mouvement d'aiguille vraiment particulier par rapport aux autres, et puis jusqu'au coup de cœur, voilà, qui s'explique pas forcément entre guillemets, mais qui a mis un stop du coup à cette boulimie là. Je remercie cette pro là pour ça, et puis voilà. Les amis, tous les chemins mènent à Ploprof. Je suis sur ces belles paroles et là je pense qu'on va se régaler, qu'on démarre sur le fameux quiz. C'est parti. Alors, là, je peux pas me tromper. Je peux pas me tromper. Là. Si, attends, on est là pour le fun et essayer d'apprendre quelques trucs. Alors, je t'ai concocté 3 questions. Vous le savez, il n'y a pas de règlement. 3 questions pour toi. Je regarde à quel endroit sur ma fiche démarre les questions. Alors, première question. Cherchez l'erreur. Vous entendez, je crois qu'on va entendre au son. Il y a une ambulance, effectivement, mais rassurez-vous, Cédric n'a pas fait d'accident de décompression. Alors, cherchez l'erreur parmi ces 3 affirmations concernant la Ploprof originelle, référence 166 077, donc la première Ploprof. Je te donne 3 caractéristiques, il y en a une qui est erronée. Réponse A, elle dispose d'un boîtier monobloc. Réponse B, elle intègre une valve à hélium. Réponse C, la lunette est bidirectionnelle. Réponse B. Ça démarre fort les amis. J'ai l'impression qu'on a un ingénieur face à nous, donc l'important c'est l'efficacité. Et oui, bonne réponse. On en avait parlé un petit peu dans la discussion. Malheureusement, parfois, on évoque le quiz. Et oui, pas de valve à hélium à l'époque. Sur un certain nombre de sites internet, je vous en cite 2. Je les cherche, mais ils ne sont pas là. Vous regarderez en description. Il y a plein d'infos. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune trace de manque d'efficacité de cette Ploprof sans valve à hélium à l'époque. Et puis pour le coup, la Comex était en partenariat avec Omega pour tester cette montre sur un certain nombre de missions d'extrapolation.
En fait, tout le monde bossait avec la Comex, qui était le leader mondial à l'époque, et simplement, il s'est avéré que Rolex a travaillé aussi sur son brevet de valve à hélium, le sien, même si c'est Doxa qui a lancé la première montre dans le commerce avec une valve à hélium. Et puis après, le deal de partnership, et justement avec les fameux cadrans Comex, a été fait avec Rolex. Ouais. Voilà, mais il y a des protos sur le marché, quelques-uns, Omega, Ploprof, Comex, qui valent une petite fortune. Bravo Cédric. Ouais. Merci, je suis pas Fanny. Ouf. C'est beau, il mène 1-0 et on continue sur la deuxième question. D'où vient l'origine du nom Ploprof? Réponse A, de collectionneurs italiens bien connus pour attribuer des surnoms, notamment Rolex, on pense à Frexion, Cornigno, etc. Réponse B, des équipes de développement d'Omega, donc vraiment en interne. Réponse C, de feu Chuck Maddox, immense collectionneur spécialisé dans les chronographes et notamment Omega. Réponse B. C'est-à-dire les équipes internes d'Omega. Eh ouais. Alors, Ploprof, on n'en a pas parlé, veut dire plongée professionnelle. Plongeuse professionnelle, oui. Voilà, c'est ça. Plongée ou plongeuse? J'ai un doute. Plongeuse, peut-être. Ouais. Plongeuse. Ouais. Et oui, n'oublions pas, Omega vient de Bienne en Suisse, la partie suisse francophone. Donc les équipes, beaucoup des équipes de R&D, énormément des équipes d'Omega à l'époque et toujours aujourd'hui sont francophones. Et donc c'est un développement qui a duré 4 ans. Donc ça a démarré en 1966 et je crois que la première montre de série vendue à l'extérieur c'était en 1970. Donc 4 années de développement et de tests, notamment via la Comex pour finalement sortir un modèle de série. Ben oui, c'est beau. C'est beau les amis. Belle réponse. Cédric mène 2-0, c'est bien. Un petit mot sur Chuck Maddox, vous pouvez aller voir sur internet, vous allez trouver un site internet absolument fabuleux avec une mine d'informations et figurez-vous, l'un des abonnés à la chaîne m'a dit mais Xavier, dans ton quiz de Watch Out sur la fameuse Seamaster chronographe Jedi, tu t'es trompé et effectivement il y a énormément de traces sur internet sur quel Omega est surnommé Jedi et en fait il y a eu une erreur faite par la maison de vente aux enchères Antiquorum il y a quelques années au sujet de la Jedi 176-005 telle que je le précisais dans le quiz alors qu'en fait c'est une autre Seamaster qui est la 145-023. Et voilà, vous le voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on peut trouver sur Internet et parfois on peut se tromper. Voilà, Chuck Maddox, vous regardez ça, je vous mettrai en description. C'est hyper intéressant, il faut fouiller parce que là, on est sur un site Internet, je ne sais pas si tu es déjà allé dessus, qui a un peu le look Craigslist, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que c'est principalement des liens hypertextes cliquables, donc visuellement, c'est pas très attractif, mais c'est fabuleux comme source d'information. Est-ce que tu es prêt pour attaquer la troisième et dernière question? C'est parti. En quelle année les historiens s'accordent pour dire qu'est sortie la première montre de plongée grand public? Ouf. Ah. Réponse A. 1927, réponse B, 1932, réponse C, 1953. J'intègre dans la notion de montre de plongée le fait qu'elle résiste à la pression sous-marine et pas simplement l'étanchéité. Okay. A, 27, B, 1932, C, 1953. Alors là, il est moins souriant, vous avez vu le Cédric. Je dirais 53. Je dirais 53. Voilà. T'es sûr? Pourquoi je dirais 53 ça? Non, mais ça on verra si tu as la bonne réponse ou pas et tu nous diras après pourquoi tu as choisi 53. 53. 53? Ouais. Aïe, il n'était pas loin du sans fausse. J'ai bien peur que tu te sois fait avoir par la petite ruse sur la date. Avant de te donner la bonne réponse, pourquoi tu as donné 1953? Je pense qu'effectivement, les premières étanchéités, résistance à l'eau d'un point de vue joint,
C'était peut-être effectivement un peu avant, mais étanchéité pure avec du fond vissé et étanche à la pression. J'aurais dit les années 50. Non, c'est pas ça. Alors 53, pour le coup, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. 53, c'est la date de lancement de la Rolex Submariner. Voilà, peut-être qu'à fait. 63, IMA Superman, etc. Donc plein d'innovations. La 50 Fathom de Blancpain en 52, etc. 1927, c'est l'année où Mercedes Glades traverse la Manche avec le boîtier Oyster au poignet de Rolex. Mais ça, c'est simplement une montre qui est étanche à l'eau, c'est pas une montre de plongée. J'ai l'impression. 1932 est la bonne réponse avec une Omega Marine. Superbe montre avec boucle déployante, réglage pour pouvoir passer par-dessus une combinaison pour aller sous l'eau, avec un système de boîtiers qui s'imbriquent l'un dans l'autre, Omega Marine, et figure-toi que c'est une montre qui a été testée pendant une demi-heure à 73 mètres de profondeur à 5 degrés dans le lac Léman. Et là, on parle d'une montre qui est sortie en 1932, puis après qui a été testée à des profondeurs supérieures. Rien à voir avec une affaire de pas de vis, de joints, de boîtiers, etc. Mais un concept complètement différent. 1932, les amis, et je ne serais pas étonné qu'il y ait, là on est dans la montre bracelet, et qu'il y ait eu des initiatives avec des montres de gousset ou des montres de poche qui soient allées sous l'eau. Révisez mieux que moi avant de venir. Oui, mais bon, j'ai eu du mal parce que je sentais bien qu'on avait affaire à un ingénieur, les amis, qu'il allait falloir sortir des questions plus simples que simplement de sortir du chapeau comme ça. Écoute, on enchaîne par la séquence suivante, recto verso. Alors tu sais, ça le sujet, c'est d'en connaître un petit peu plus sur toi. Tu nous as parlé de triathlon, tu nous as parlé de natation, tu nous as parlé de vélo. C'est quoi tu vois, le truc qui te branche le plus, où tu vois une similitude avec l'horlogerie? Moi la passion que je partage au quotidien, que je vis au quotidien, c'est le sport, on va dire aussi l'automobile. Donc voilà, c'est deux milieux dans lesquels je m'épanouis d'un point de vue technique, parce que finalement il y en a autant dans l'automobile que... Tu travailles dans l'automobile? Je travaille dans l'automobile, voilà, je travaille pour Renault, pour ne pas le citer, donc je travaille dans la partie moteur et boîte de vitesse. Et donc pour le coup c'est des systèmes, si ce n'est l'échelle, qui vont être relativement similaires à ceux de l'horlogerie, donc en termes de process d'usinage, en termes de fabrication, si ce n'est que ce n'est pas les mêmes cadences. Et donc je travaille sur un site qui fabrique des moteurs, et donc c'est deux passions que je mélange, et j'ai cette passion pour l'assemblage de ces pièces-là, la façon de les fabriquer, et puis leur fonctionnement conjoint, on va dire. Alors justement, puisque donc tu es ingénieur dans l'industrie automobile sur la partie moteur. Bon, il y a un grand sujet qui est d'actualité, les amis. Il y a 10 ans, en 2009, un peu plus de 10 ans, Swatch a commencé à dire, bon, j'ai arrêté de fournir des calibres à l'industrie horlogère comme ça, à toutes les marques, pour privilégier celle de mon groupe, le Swatch Group. Voilà. Ça a été mis en application en 2020. Le Swissmade a été réformé en 2017, notamment en intégrant tout ce qui touche à la R&D en termes de développement sur les calibres. Et donc on arrive à une période où ça fait maintenant 5-6 ans qu'il y a énormément d'initiatives avec des calibres dits manufacture. Et puis il y a quelques mois, un micro scandale, je pense, avec les calibres manufacture Tudor, qui ne seraient pas complètement manufacture. Moi, je crois qu'ils sont complètement manufacture dans le sens où ils sont designés par Tudor, mais ils ne sont pas fabriqués par Tudor, ils sont fabriqués par une société tierce dont Rolex est actionnaire, où Chanel est rentré, qui s'appelle Kenmisi. Voilà. On fait la même chose en automobile. Voilà. C'était pas prévu, les amis, mais je suis ravi que tu sois là. Qu'est-ce qu'un moteur Renault, et en quoi il est Renault et en quoi il ne l'est pas? Ok, donc il y a deux choses qui sont très intéressantes dont on peut parler. La première, c'est la rupture technologique. Aujourd'hui, finalement, ce que l'horlogerie a vécu via l'avènement du quartz, l'automobile est en train de le vivre via l'avènement de l'électrique. Donc c'est un parallèle qui peut complètement se faire, même avec l'hybridation. Quand on regarde finalement le mouvement de Grand Seiko qui est hybride, quelque part, aujourd'hui on fait de l'hybridation pour récupérer le meilleur des deux mondes. Dans un cas, la mécanique, sa durabilité
Et dans le cas de l'hybridation, de la précision, on fait exactement la même chose dans l'automobile. Sachant que l'hybridation horlogère a pris plein de formes. Oui. Voilà. Je veux dire, la pile remplace le ressort, le barillet. Après, elle remplace le spiral. Après, elle remplace tout, même les rouages, les aiguilles, puisqu'il n'y a plus d'aiguilles. Et là, dans l'automobile, on est hybride, un peu électrique, beaucoup thermique, un peu thermique, beaucoup électrique, mais ça a plein de formes 100% électrique. Ça a plein de formes. Il y a plein de technologies différentes. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un moteur de la marque ou pas de la marque? Donc le design est 100% fait par Renault, donc c'est un bureau d'études qui fait le design, et la fabrication, en fait, c'est fonction de l'expertise de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Renault est considéré comme motoriste parce qu'il ne fait pas que de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on fabrique des pièces, notamment tout ce qui va être pièces de moteur ou de boîte de vitesse, donc ça va être les pièces qu'on appelle sphériques ou de révolution, donc ça va être du Carter, de la culasse, et de révolution, Villebroquin, arbre à cames, des bielles qui sont entre les deux. Ça, c'est fabriqué, c'est designé, fabriqué. C'est-à-dire que c'est designé, on investit dans des lignes de production. Donc moi, par exemple, mon expertise, c'est pas dans le produit, c'est dans le process. Donc c'est les lignes de fabrication qui vont fabriquer ces pièces. Et derrière, donc on fait là aussi l'assemblage. C'est-à-dire que le Renault assemble 100% de ses moteurs et de ses boîtes de vitesse. Donc qu'est-ce qui peut dévier de ça? C'est que par exemple, si vous imaginez un injecteur, Renault ne fait pas d'injecteur. On n'est pas expert dans l'injection. Donc on fait appel à un fournisseur. Et finalement, je ne sais pas exactement combien de pièces dans un moteur, mais imaginons qu'il y ait 1000 pièces. Nous, on a fabriqué peut-être, boîte de vitesse, donc imaginons qu'il y ait 1000 pièces sur le moteur plus la boîte, on en fabrique peut-être une centaine. Et donc le reste, c'est de l'assemblage. Donc il y a une partie des pièces designées, fabriquées, tout est assemblé par Renault, et les autres pièces viennent de l'extérieur. Donc il y a une affaire de ratio. En fait, c'est stratégique. C'est-à-dire qu'un Villebroquin, le design d'un Villebroquin va vous faire le rendement de votre moteur, quelque part, entre le ratio, derrière taille de fût, etc. Donc toute l'intelligence, le savoir-faire est dans les proportions et le design. Donc ça, quelque part, c'est quelque chose de confidentiel qu'on va garder pour nous. Un injecteur, c'est un injecteur. C'est-à-dire que vous allez choisir le diamètre, vous allez chercher le type. Donc votre fournisseur a un panel d'injecteurs et vous aurez les mêmes injecteurs que Mercedes, que Porsche, que ce que vous voulez. Et donc on fait ça maintenant à plus grande échelle avec des éléments plus importants qui sont par exemple une boîte de vitesse. Par exemple, Renault fait des boîtes de vitesse mécaniques, on ne fait pas de boîte de vitesse double embrayage. Donc par exemple, on achète. Donc les boîtes de vitesse double embrayage de chez Renault sont des boîtes allemandes qui sont les mêmes que d'autres marques allemandes pour ne pas les citer. Et donc pour autant, c'est une Renault au final. Renault, La voiture que vous achetez, c'est une Renault. À l'intérieur, il y a un moteur Renault. Mais en fait, si moteur Renault, c'est 100% Renault, à tout point de vue, là, il n'y a plus de moteur Renault. Donc là, si on fait le parallèle, là où c'est très drôle, l'anecdote, je ne sais pas si tout le monde le saura, ce qui est très drôle, c'est que Renault, en tant que motoriste, vend beaucoup de moteurs à d'autres marques. Notamment des marques germaniques. Oui, ça c'est bien connu. Donc, si vous êtes possesseur de Mercedes... tu parles du 4 cylindres diesel. Exactement. Il y a de fortes chances, ou du 4 cylindres essence, il y a de fortes chances que vous ayez un moteur Renault. Oui, mais c'est un bloc. Après, il y a tout un tas de choses qui viennent autour. Alors, je ne sais pas s'il y a la boîte de vitesse qui va avec. Je crois que les boîtes de vitesse sont peut-être Mercedes. C'est un super exemple que tu prends parce que là, on a quelqu'un qui est de la R&D, qui est ingénieur, qui est de l'interne. Ce ne sont pas des secrets, c'est dans la presse automobile, etc. Moi, je cite souvent pour dire, bon, un ETA, c'est bien ou c'est pas bien, le moteur AMG qui équipe les Aston Martin, etc. Je veux dire, tout ça, vous voyez bien que ce n'est pas simplement... c'est du Swissmed ou pas. Pourquoi j'utilise ce terme Swissmed? Parce que le Swissmed date de 77 de mémoire, et il disait quoi? Il disait 50% de la valeur ajoutée du calibre doit être suisse. Donc ça veut donc dire que l'autre pourcentage, les 50, peuvent ne pas être suisses, et on ne parle que du calibre. Boîtier, aiguille, bracelet, cadran, etc. peut venir de l'extérieur, et l'extérieur, ça a été de plus en plus les pays asiatiques. La réforme de 2017 du Swissmed, on passe de 50 à 60% de cette valeur ajoutée, mais dans cette valeur ajoutée, on intègre quelque chose qui n'était pas du tout le cas à l'époque, c'est la R&D, donc les dizaines de millions de développements qu'il y a à faire pour un nouveau calibre, et les autres pièces d'une montre, le cadran, les aiguilles, etc., etc. Ce Swissmed, d'accord, les amis, je ne sais pas si tu le sais, Cédric, mais c'est le régulateur
c'est la Suisse qui décide de ça pour protéger son industrie, mais aussi comment elle protège son industrie pour faciliter toutes les manufactures qui depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans emboîtent des calibres de l'ETA actuel, mais qui étaient avant Valjoux, Fleurier, Unitas, Shield, Landron, Vénus, etc. Tous ces gens-là qui sont l'industrie horlogère suisse depuis 2 siècles. On ne peut pas dire à ces gens-là, vous intégrez des calibres qui ne sont pas sérieux. Et pourquoi il y a eu si peu de développement de nouveaux calibres avant cette aide sur la partie R&D? C'est parce que ça coûte une fortune de dessiner et de designer. Et je pense que c'est similaire entre un moteur et un calibre de montre. Je pense qu'on peut parler, le plus important en fait, et ce qui fait le coup, c'est la compétence. Et la compétence, si vous avez une compétence suisse avec un salaire suisse et une compétence indienne avec un salaire indien, forcément, si on parle de rentabilité à la fin, parce que les gens, quand vous achetez une montre, la première chose que vous regardez, c'est le prix. Mais pour autant, la marque a besoin de gagner de l'argent. Donc elle, ce qu'il faut qu'elle travaille, c'est sa rentabilité. Pour travailler sa rentabilité, elle va taper sur ses coûts fixes, entre guillemets. Ses coûts fixes, ça va être les personnes. Et les gens de la R&D coûtent forcément de l'argent. Donc aujourd'hui, ce que permet ce Swiss Made, c'est de garder les compétences, malgré tout, de forcer à garder les compétences au sein de, j'allais dire l'Union européenne dans le cas de l'automobile, mais là, dans le cas de la Suisse, en Suisse. Et aujourd'hui, je pense que ça nous préserve en tant qu'Européens, ça nous préserve. Si demain, les compétences, on peut très bien les faire partir en Inde ou dans des pays émergents qui n'auront pas les mêmes coûts. Mais aujourd'hui, non seulement on perdra ce Swiss Made, mais on perdra surtout nos compétences. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui est dommage. Et on peut faire le parallèle avec les produits Apple, Design in California, Built in China, et à un moment ou à un autre, eh bien, l'exportation, ou en tout cas la délocalisation du savoir-faire de fabrication, à un moment ou à un autre, les amis, il ne faut pas se leurrer, hein, quand on sait fabriquer quelque chose, petit à petit, on comprend comment on fait du reverse engineering, on comprend comment ça a été dessiné, et donc mécaniquement, il faut essayer de, là c'est le petit côté franchouillard les amis, je suis désolé, mais essayer de rapatrier les savoir-faire aussi de fabrication en interne, et pour le coup, c'est ce qui se passe en Suisse. Donc somme toute, une Tudor manufacture, design by Tudor, produit par Kenessi, c'est de la super cam. Tu es d'accord avec ça? C'est de la super cam. Ce qui compte, c'est la fonctionnalité. Vous, ce qui compte, c'est que votre montre elle soit imperturbable pour les 20 prochaines années, même sans révision, que ce soit une super bécane, peu importe chez qui est fabriquée la pièce, c'est clair. Eh bien les amis, on s'est régalé sur cette séquence recto-verso. On enchaîne par la dernière tranche de vie de Cédric, ta prochaine montre. Ouais. Alors comment tu sens la suite, Cédric? Donc la suite, je la vois en 2 temps, donc ça a changé un peu d'habitude. Je vais répondre si je peux avec 2 montres, voilà, un peu plus exceptionnellement. Exceptionnellement, parce qu'il y a une démarche derrière qui peut être intéressante. Donc la première court-termiste, un produit que j'ai envie de tester, et la deuxième, on va dire, qui viendra un coup de cœur. Et donc cette première montre, j'ai beaucoup aimé l'innovation de Rolex, on va dire, sur cette année qui est passée, notamment via les Oyster perpétuels et leur nouveau cadran. J'aime beaucoup les tonalités. Je trouve que ça apporte vraiment un peu de couleur, un peu de renouveau dans leur gamme, et j'apprécie ça. Et pour une fois, ça me parle. Ça me parle. L'Oyster perpétuel me parle, et ces nouvelles couleurs me parlent aussi. Tu as une couleur en particulier? La jaune en particulier, voilà, la jaune en 41 mm, donc vue mais pas essayée, pour essayer de vivre de vivre cette histoire Rolex et de passer outre, on va dire, la connotation que peut avoir cette marque, et puis tout simplement vivre cette expérience produit historique. Ouais. Comme ta Ploprof est quand même très imposante en termes de taille, est-ce qu'on peut considérer que, ok, là tu as été séduit par les cadrans colorés, mais dans l'innovation, n'exagérons pas les amis quand même, si, ils ont mis un calibre avec 72 heures de réserve de marche, le même que dans la nouvelle Submariner. Le fait qu'elle soit en 41, alors qu'avant elle était en format plus petit,
ça correspond quand même à ce que tu recherches, une montre d'une certaine taille. C'est vrai que 41, bon, ça me fait beaucoup rire parce que c'est toujours une question de référentiel, mais quand on dit voilà, les Rolex sont vraiment grossis, on est en 41, moi comme je viens de quelque chose de plus gros, 41 pour moi ce sera l'occasion de la porter peut-être plus facilement au quotidien. Quand celle-là, forcément sous les manteaux, les chemises, c'est toujours un peu compliqué, donc quelque chose de finalement plus discret, mais toujours avec ce côté capable de souffrir toutes les situations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient aventure X ou Y, donc c'est vraiment ça que je recherche. Un produit un peu plus coloré, mais un peu plus passe-partout peut-être. Donc tu glisses entre guillemets, tu vois moi je le vois là, il y a une filiation robustesse, qualité des matériaux, étanchéité qui vient un peu de ce que tu as avec ta peau prof, dans une montre beaucoup plus épurée, mais quand même un peu funky, en termes de coloris, avec 3 aiguilles. Voilà. Ok, donc ça c'est quelque chose sur lequel tu as envie d'enchaîner à court terme? J'ai envie de vivre cette expérience produit. Donc comme tu le disais, 28 ans, bientôt 30, est-ce que ce sera l'occasion de passer le pas? J'aimerais que ce soit le cas. Et puis voilà. Mais tu as compris que tu n'étais pas le seul à décider quand même. Il paraît. Et oui, on peut décider de se dire, allez, j'y vais. Et puis quand on y va, plouf plouf. Et non pas plop prof, plouf plouf. Bon, ok. Je vais prendre un petit coup de poète là. T'es pas sûr d'en avoir une en boutique? Non. Donc ça, je vais y répondre clairement. Aujourd'hui, c'est l'occasion, je pense, via ces montres-là et via ces nouveaux cadrans, d'attirer pour Rolex une nouvelle clientèle qui va peut-être sortir un peu d'une partie de sa clientèle qui est finalement qui est associée à cette image visuelle et sociale. Aujourd'hui, ils ont l'occasion d'attirer une clientèle peut-être plus jeune, qui ont envie de sortir cette marque de cette connotation-là. C'est l'occasion, pour moi c'est l'occasion de rentrer chez eux, c'est l'occasion de porter leurs produits, c'est l'occasion d'en parler. Donc soit ils ont cette volonté-là et ils fabriquent autant de monde que les gens peuvent en porter, soit ils le font pas et ce sera pas pour moi. Ce sera pas pour toi, Ok. Tout simplement. Ok. Il y a un truc quand même que je trouve intéressant, c'est sur ce que tu viens de dire sur la marque, qui est une réalité. Mais c'est drôle parce que finalement, avec cet Oyster Perpetuel cadran jaune, toi tu te dis, je vais accéder à Rolex, je vais vivre cette expérience produit, client, etc. Petit 1. Petit 2, waouh, ça va clignoter grave parce qu'elle est jaune. Mais d'un autre côté, justement parce qu'elle est jaune, peut-être que les gens ne vont pas voir tout de suite que c'est une Rolex. Elle n'a pas de cyclope, qui est quand même un des éléments les plus identifiables. Et donc, tu pourras être tranquille avec ta Rolex sans qu'on vienne te dire « Ah, tu vois… Alors, j'espère qu'effectivement, ces cadrans feront qu'on sera moins connoté comme juste propriétaire d'une Rolex avec ce que ça comprend. Et j'espère qu'effectivement, ça attirera et la curiosité et que ça donnera l'occasion aux possesseurs de ces montres-là de parler tout simplement de l'histoire. Parce que finalement, c'est l'histoire qui fait que Rolex est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc ça c'est important, j'espère que ce sera à cette occasion-là. Je souffrirai quand on m'associe comme juste propriétaire de Rolex, mais voilà, l'avenir le dira. Au final tu t'achètes une montre pour toi. Exactement, je m'achète une montre pour moi, mais c'est toujours un plaisir de partager ça finalement. Et quand on commence avec un mauvais a priori, c'est toujours plus compliqué. Les amis, un Seiko fan habitué de la chaîne m'a dit… l'autre jour, tu sais Xavier, on achète une grande Seiko pour soi et souvent on achète une Rolex pour les autres. Je suis bien content d'entendre que tu l'achètes pour toi. Bien évidemment, chacun voit ce qu'il veut dans cette remarque qui est en partie vraie, en partie fausse. À la limite, peu importe, le sujet c'est comment vous vivez tout ce truc-là. Exactement. Donc ça c'est un truc jouable que tu vas essayer de jouer pour tes 30 ans. C'est un truc jouable que je voudrais essayer de jouer pour mes 30 ans, effectivement, pour continuer à cultiver cette passion et vivre cette expérience-là. Mais, comme dans la vie, on a des fois des coups de cœur, des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, ça m'est arrivé pour l'horlogerie suite à celle-là, ce qui est aussi un coup de cœur. Donc j'ai eu la chance de passer une fois au poignet une Allen Henson, une Saxonia Sign 37 mm or blanc. Et incroyable. Tu t'es fissuré. Fissuré, d'émotion parce que, encore une fois, c'est une montre de contraste entre apparente simplicité et complexité cachée.
Ouais. Donc simplicité du cadran, pas de petite aiguille de seconde, donc une espèce de définition poétique du temps qui bouge intrinsèquement mais qu'on ne voit pas. Cet or blanc qui fait que, donc en or, il y a quand même cet aspect bijou, matériau précieux qu'on ne voit pas tous les jours, mais blanc, donc pas connoté. Et puis derrière, cette complexité hallucinante de finition du mouvement qui fait que c'est un tableau quand vous la retournez. Bien sûr. Et voilà, coup de cœur. Ouais, on n'est pas dans la même gamme de prix. On n'est pas dans la même gamme de prix, c'est pour ça que c'est aujourd'hui un rêve. Donc j'espère que l'histoire fera que ce sera un jour possible. Ouais. Mais voilà, ce serait un rêve, tout simplement. Ouais. Ayant l'opportunité, on a déjà eu, vous vous souvenez, Cédric et FX qui sont venus présenter des Lang & Son. Bon, on discute fréquemment ensemble, etc. Je pense que, je peux me tromper, vous me direz les amis, mais je pense que cette Lang & Son Saxonia, tu peux la commander. Et non pas te mettre sur liste d'attente, qui est quand même la grosse différence. Ouais. Comme tu travailles dans l'industrie automobile, on peut parfois attendre un modèle de voiture très longuement. Mais on a un bon de commande. Exactement. Et la voiture commence à être fabriquée et puis on patiente, on attend, etc. en fonction de la volumétrie des commandes qui n'a rien à voir avec on ne la commande pas, on paye des arts et on ne sait pas trop si on l'aura un jour. C'est deux choses extrêmement différentes. Parce que je conçois tout à fait que Lang dise attention, mes mouvements sont composés de choses qui sont complexes. Moi, je perds de l'argent si j'en fabrique qu'un à la fois. J'attends peut-être 10 commandes avant d'en fabriquer, ce qui joue sur le délai. Derrière, j'ai besoin d'un mec qui a une expertise là-dedans. Donc, je vais faire travailler ce mec-là sur ces 10 mouvements à la fois pour moi aussi travailler mes coûts, ce que je comprends pour toute entreprise capitaliste, on va dire au sens noble du terme. Et ça, je suis tout à fait prêt à attendre pour ce genre de choses en ayant une date à quelque chose près. En revanche, être sur une pseudo-liste d'attente fictive qui finalement n'est pas une liste d'attente parce que via connaissance ou machin truc, les gens, et sur lequel on n'a surtout aucune date et sur lequel, surtout quand vous connaissez le process, il n'y a aucune raison parce qu'il y en a des milliers de fabriqués tous les jours. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Et oui les amis, vous avez vu la diversité des montres, des idées, des envies et des rêves. Donc ce que je note quand même, c'est que on aura peut-être l'occasion de te revoir avec une Oyster Perpetual cadran jaune. Carrément, avec plaisir. Vraiment un beau bonbon acidulé. Pas donner le bonbon acidulé et tous ne peuvent pas le goûter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis plus le rêve. Le rêve, dans quelques années. Dans quelques années. Ouais. Eh ben, c'était cool. Cédric, merci beaucoup. Merci infiniment. Les amis, si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr, le modèle de montre dont vous voulez parler, vous m'en dites un peu plus sur vous et puis en fonction de là où vous habitez, on trouvera un moyen avec l'un des programmes de la chaîne pour faire quelque chose ensemble et que vous veniez partager votre émotion et votre montre avec de l'authenticité. Pas l'authenticité au sens que de l'autre côté de l'authenticité, il y a des fausses montres, non, mais l'authenticité au sens où c'est votre montre et vous la décrivez comme vous le pensez et avec des choses avérées puisque elle est à votre poignet. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Ciao.